Je vous retrouve aujourd'hui pour une première vidéo pour découvrir Zola. Zola, vous allez l'étudier dans le cadre de l'objet d'étude du roman, et vous qui êtes en première générale pour le roman intitulé Pot-bouille. On va donc commencer par présenter le contexte historique et social de l'époque de Zola. La seconde moitié du XIXe siècle est donc celle qui va voir l'émergence de Zola et de ses romans. Or, le XIXe siècle est une période qui est marquée par de grandes instabilités politiques en France. Ainsi, de 1848 à 1851, la Seconde République a été instaurée, mais elle prendra fin au moment du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, qui va lui-même s'autoproclamer empereur un an plus tard, en 1852, sous le nom de Napoléon III. Va donc être instauré le Second Empire. Ce Second Empire présente à la fois des aspects positifs et des aspects négatifs. C'est un régime tout d'abord qui est autoritaire, qui est caractérisé par une forme de censure, notamment au niveau de la presse. Beaucoup de journaux vont être interdits, surveillés, et les articles parus vont devoir aller dans le sens du régime de Napoléon III. De nombreux opposants politiques sont également opprimés. Mais d'un autre côté, c'est aussi une époque caractérisée par une forte croissance économique qui va permettre une véritable modernisation du pays. C'est l'époque de la révolution industrielle dans laquelle de nombreuses innovations vont avoir lieu. Par exemple, c'est l'époque où les chemins de fer vont se développer grâce à la machine à vapeur. Et c'est aussi l'époque des grands travaux du baron Haussmann qui vont permettre véritablement de donner un nouveau visage à la ville de Paris. Nous y reviendrons par la suite. Malgré cet essor économique, le peuple reste condamné à la misère et notamment les conditions de vie sont très difficiles pour les ouvriers. Et le Second Empire se caractérise également par un ordre moral strict, faisant du mariage un élément central et ayant aussi des impacts très négatifs sur la condition féminine que nous développerons également dans une diapositive suivante. Faisons un petit focus sur les grands travaux sous Haussmann. En effet, au XIXe siècle, Paris est encore une ville archaïque, très médiévale, où les routes ne sont pas du tout accessibles. Il est impossible d'ailleurs de traverser en ligne droite Paris du nord au sud. Rien n'est moderne dans cette ville. Et Napoléon, qui a été exilé en Angleterre, a été impressionné par la modernité de la capitale anglaise et notamment par son aspect très aéré, alors que Paris donne vraiment une sensation d'étouffement. Il choisit alors, pour l'aider à mettre en œuvre son grand projet urbanistique, Haussmann, qui est alors préfet de Gironde et qui a déjà amélioré grandement la ville de Bordeaux en créant des grandes artères, en insérant des espaces verts dans la ville. Le principe fondamental que veut mettre en œuvre Haussmann, en accord avec Napoléon III, c'est de favoriser ce qu'il appelle l'écoulement des flux. C'est-à-dire donc de permettre une circulation plus aisée dans la ville de Paris. Et il est également animé par des principes hygiénistes et donc il veut rendre cette ville beaucoup plus salubre. Ça va donc donner lieu à des travaux de voirie colossaux. Là, en arrière-plan, vous pouvez voir justement le percement de l'artère au niveau de l'Opéra Garnier. Donc on va véritablement détruire des quantités de maisons, plus de 20 000 maisons, pour tracer ces grandes artères que l'on connaît aujourd'hui, comme celle des Champs-Élysées, comme la rue Rivoli, etc. Il va aussi mettre en place de nombreux espaces verts à travers des parcs et des jardins comme le parc Monceau, le parc Montsouris, encore le parc des Buttes-Chaumont, qui va donner vraiment un aspect de poumon bien plus vert dans Paris. Il va mettre en place aussi un réseau d'égouts très important qui va permettre encore une fois là, de rendre la ville plus saine avec un écoulement des eaux usées bien plus efficace.
Bien entendu, tous ces travaux vont avoir un coût social puisque les ouvriers et les plus pauvres sont excentrés, sont renvoyés vers les faubourgs, ce qui a en même temps en fait un but politique puisque cela permet d'affaiblir les foyers de contestation qui étaient dans la capitale. En raison du lieu principal de l'intrigue dans Pobouille, à savoir l'immeuble de la rue Choiseul, il me semble important que l'on se focalise quelque peu sur l'immeuble haussmannien. L'immeuble haussmannien, en fait, répond à une exigence qui découle de l'Ancien Régime, à savoir que plus la rue est large, plus l'immeuble sera haut. Et ce qui va vraiment nous intéresser, pour nous, dans notre roman, c'est d'insister sur cette organisation de l'immeuble haussmannien. Celui-ci est véritablement le reflet de l'organisation sociale de l'époque. Vous avez à gauche une représentation, une vue en coupe d'un immeuble haussmannien, et donc dans lequel vous voyez les différents étages. Donc au rez-de-chaussée, le rez-de-chaussée il est consacré au commerce et au concierge. Le premier étage, quant à lui, va regrouper les aristocrates ou la grande bourgeoisie qui vit vraiment dans le luxe. Le deuxième étage, quant à lui, sera celui de la bourgeoisie aisée. Au troisième étage, par contre, on va retrouver la petite bourgeoisie qui peut parfois être endettée. Et enfin, au dernier étage, les plus pauvres, les artistes, les familles désargentées, les domestiques. Donc vous voyez que plus on monte dans les étages de cet immeuble, moins on est élevé socialement. Donc on a vraiment en fait un microcosme de la société qui peut être représenté à l'intérieur de cet immeuble haussmannien. Et c'est véritablement ce que va faire Zola dans Pobouille. Au moment de la parution de Pobouille, donc en 1882, il faut savoir que la Troisième République a été instaurée. C'est un régime qui est bien moins autoritaire que le Second Empire. Il repose sur le parlementarisme et sur la liberté de la presse. Et à ce moment-là, Paris va vraiment s'embourgeoiser de plus en plus. Dans son roman, Zola veut montrer cette bourgeoisie qui étale une moralité qui n'est que de façade, qui n'est qu'apparence, mais qui cache en réalité hypocrisie, mensonge et adultère. Certes, les personnages de Zola vivent sous le Second Empire, mais Zola critique aussi à travers eux les manquements de ses contemporains. Et nous être concentrés sur le contexte historique et social, nous allons aborder le contexte culturel de l'époque. Le siècle est déjà un siècle de développement technologique et scientifique. En effet, en s'inspirant des Lumières, le XIXe siècle va être l'occasion de développer de nombreuses innovations technologiques et scientifiques, comme le transport ferroviaire, de nouveaux procédés industriels, l'électricité, mais aussi la photographie ou encore le cinéma. D'autre part, on remarque que le XIXe siècle est caractérisé par des progrès notables en médecine, avec par exemple le développement d'écoles de soins infirmiers grâce à l'infirmière britannique Florence Nightingale, la découverte du vaccin contre la rage par Louis Pasteur, ou encore les débuts de la neurologie par Jean-Martin Charcot à la Salpêtrière, ainsi qu'un développement des premiers travaux sur l'hérédité. Cependant, ces développements, notamment dans la biologie et dans la médecine, servent souvent de caution à la formulation de théories racistes et sexistes que les découvertes scientifiques postérieures vont invalider. Le XIXe siècle peut en effet être considéré comme le siècle du roman, puisque même si ce genre littéraire existait déjà auparavant, il va fortement se développer, notamment grâce à la presse, puisque les auteurs, avant de publier leurs romans sous la forme d'ouvrages tels que vous les connaissez aujourd'hui, les publiaient dans les journaux sous forme de feuilletons, ce qui leur permettait ainsi de fidéliser leur public, d'instaurer aussi une forme de suspense. Ils ont finalement créé, si vous voulez, un peu l'ancêtre de la série. Aujourd'hui, quand vous regardez une série, à chaque fois l'épisode se termine sur un moment de tension et de suspense de manière à ce que vous ayez envie de connaître la suite. Eh bien, la publication dans les journaux crée le même effet pour les romans.
Les auteurs du roman, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, après toutes les effusions lyriques du romantisme, vont avoir pour ambition de parcourir toutes les classes sociales. C'est pourquoi le roman va permettre de faire entrer véritablement sur la scène littéraire le peuple qui jusque-là était très souvent le grand oublié de la littérature. Mais si les milieux populaires vont en effet faire l'objet de nombreux romans, dans ces romans on va aussi retrouver la bourgeoisie, la noblesse, et finalement les auteurs vont souligner les inégalités sociales qui sont très marquées à l'époque, la misère dans laquelle vit notamment la classe ouvrière. Ils vont s'intéresser aussi à la condition féminine, mais aussi à travers la destinée de leurs protagonistes, ils vont s'intéresser à la réussite ou à l'échec individuel, et on parle alors de romans d'apprentissage. On va suivre les aventures d'un héros ou d'une héroïne qui très souvent essaye de grimper les échelons de la société avec plus ou moins de succès. On peut par exemple penser à Belle Amie, que vous avez peut-être lu en seconde, de Maupassant, qui va raconter l'ascension sociale de Georges Duroy. Alors, par des moyens qui ne sont pas très positifs, puisqu'il va notamment se servir des femmes pour acquérir un statut social et de l'argent. Ou alors, on peut évoquer l'éducation sentimentale de Flaubert, où là, cette fois, le personnage va plutôt échouer dans sa quête d'une relation amoureuse aboutie. Lors de la deuxième moitié du XIXe siècle, de véritables débats sur l'instruction féminine ont lieu et des avancées sont présentes, puisqu'en 1880, la loi Camisset instaure l'enseignement secondaire féminin. Les lois Ferry en 1882 rendent l'école gratuite, laïque et obligatoire. Néanmoins, l'instruction féminine reste encore très limitée, et c'est ce que montre d'ailleurs Zola dans Pot-Bouille, quelle que soit d'ailleurs la classe sociale considérée. Et Zola dénonce le fait que cette instruction féminine soit laissée de côté, parce que pour lui, le manque d'instruction féminine est vraiment une injustice sociale et un risque contre l'ordre moral, puisque les femmes, en n'étant pas instruites, sont condamnées à l'ennui, et cet ennui peuvent les mener encore plus facilement à l'adultère. Deux mouvements littéraires vont en fait un petit peu coexister, si vous voulez. Je parle essentiellement là du roman parce qu'il y a en fait plein d'autres mouvements littéraires qui concerneront plutôt la poésie. Le premier étant le réalisme. Le réalisme va donc en fait apparaître en réaction contre l'idéalisme romantique. Et comme je l'ai dit précédemment, les auteurs vont vraiment chercher à représenter la réalité telle qu'elle est. Ils veulent donner vraiment une image précise de ce qui se passe dans la société de leur époque. Et ils vont finalement essayer de décortiquer les caractéristiques concrètes de la vie rurale et urbaine. On peut citer deux auteurs emblématiques de ce mouvement du réalisme. Tout d'abord, Honoré de Balzac. Alors Honoré de Balzac, il est connu comme étant l'auteur de cette fresque littéraire qu'il a lui-même intitulée La Comédie humaine, dans laquelle il veut essayer d'être le secrétaire de la société française, et à travers en fait différents romans, comme par exemple Le Père Goriot, La Cousine Bette, Le Cousin Pons ou encore Le Colonel Chabert, Balzac va parcourir toutes les classes sociales et va aussi faire revenir un certain personnage de roman en roman, ce qui participe encore une fois de la fidélisation du rectorat et ce qui crée un effet de réel. Autre auteur encore emblématique du réalisme, c'est Gustave Flaubert. Alors, il a écrit de nombreux romans, j'évoquais juste précédemment l'éducation sentimentale, mais peut-être que vous en avez déjà entendu parler pour un autre roman, à savoir Madame Bovary, qui a fait scandale à l'époque. En 1857, Flaubert va écoper d'un procès pour outrage aux bonnes mœurs.
puisque ce roman raconte l'histoire d'Emma, une jeune femme qui a lu beaucoup de romans sentimentaux et qui en fait pense que la réalité est telle que dans les livres qu'elle lit. Et elle va être mariée à un médecin de campagne, Charles Bovary, qui très vite va susciter en elle un profond ennui. Et toute nourrie qu'elle est des romans un peu à l'eau de rose, si vous voulez, qu'elle lit, elle va rêver d'autre chose. Et si elle devient mère assez rapidement, elle ne développera jamais un instinct maternel et elle va commettre l'adultère. Sauf que son amant, Rodolphe, finira par l'abandonner. Et alors sans vouloir vous spoiler, vous divulgacher la fin du roman, ça se termine très tragiquement puisque Emma se suicide. Et finalement, tous ces éléments, l'adultère, le suicide et le recours aussi à un style qu'on appelle le discours indirect libre qui donne l'impression que l'auteur pense la même chose que ses personnages, tout ça va faire scandale et va donc valoir à Flaubert un procès. La caractéristique du XIXe siècle pour ce qui est du roman, c'est le naturalisme. Le naturalisme est en réalité un prolongement du réalisme. Il va pousser plus loin les exigences des auteurs réalistes, notamment en cherchant à appliquer des méthodes scientifiques à la littérature. Et les auteurs de ce mouvement vont essayer de montrer l'influence de l'hérédité et du milieu social sur les individus. Et le roman est alors considéré véritablement comme une sorte de laboratoire, comme un lieu d'expérimentation où les personnages vont être soumis à la fois à des facteurs familiaux transmis de génération en génération et à des caractéristiques, des circonstances sociales qui vont finalement jouer un rôle majeur dans leur destinée. Bien entendu, l'auteur emblématique de ce mouvement, et il en est le chef de file, c'est Émile Zola. Je ne m'attarde pas plus sur lui, on aura vraiment toute une vidéo consacrée à lui. Et également les frères Goncourt qui ont donné leur nom au prix Goncourt, c'est eux qui l'ont créé, mais par exemple les frères Goncourt qui sont connus pour leur roman Germigny Lacerteux qui avait fait fortement scandale à l'époque. Pour finir ce tour d'horizon du contexte culturel du XIXe siècle, nous allons aborder la peinture. En effet, les arts visuels vont finalement suivre la même évolution que le roman et vont se développer deux mouvements phares du XIXe siècle que sont la peinture réaliste et la peinture impressionniste. Le tableau qui est considéré comme le manifeste de la peinture réaliste, c'est ce tableau que vous venez de voir apparaître qui s'intitule L'enterrement à Ornans. Il a été réalisé par Gustave Courbet. C'est un tableau d'une très grande dimension qui représente l'enterrement d'un parfait inconnu, ce qui à l'époque a choqué puisqu'en effet le grand format est habituellement réservé à la peinture d'histoire ou au paysage. Et ce qui a choqué aussi à l'époque dans ce tableau, c'est le fait que les différentes classes sociales, donc le clergé à gauche, la bourgeoisie au centre avec les hommes en haute forme et en costume, et de l'autre côté, à droite, la paysannerie et donc ce groupe de femmes, sont tous représentés à égalité sur la même ligne sans différence hiérarchique dans la disposition sur le tableau. Et d'autre part et d'autre du trou où va être enterrée la personne inconnue, se font face le curé et de l'autre côté deux révolutionnaires. Donc tous ces éléments ont contribué au choc représenté par ce tableau. Et il faut savoir également que Gustave Courbet, pour représenter les différents personnages qui sont sur cette toile, a en fait poser des personnes de son village. Donc on est vraiment sur une volonté d'une représentation fidèle de la réalité. Autre tableau célèbre, cette fois d'Edgar Degas, La buveuse d'absinthe. Donc l'absinthe, c'est un alcool vert qui est d'ailleurs surnommé la fée verte et qui a fait des ravages au XIXe siècle. En effet, l'alcoolisme est un
est un travers qui est largement répandu en raison des conditions de vie difficiles de la population. Et donc là, il nous représente cette femme que l'on voit les épaules basses, le regard perdu dans le vide, sans sourire, attablée donc à un de ces cafés traditionnels du 19e siècle avec un verre rempli d'absinthe devant elle. Autre tableau aussi et autre peintre célèbre de l'époque, c'est Gustave Caillebotte, dont vous aviez aussi une représentation tout à l'heure en fond sur la diapositive intitulée Contexte culturel, qui représentait les raboteurs de parquet, donc ces hommes ouvriers qui étaient en train de raboter un parquet dans un appartement haussmannien, que l'on voyait dans l'effort avec leur musculature saillante, et qui contraste avec le luxe de l'appartement. Ici, vous avez un autre tableau célèbre de Caillebotte qui s'intitule Rue de Paris par temps de pluie. Et donc, justement, on voit sur ce tableau les conséquences de la modernisation de la capitale par Napoléon III et par le baron Haussmann, puisqu'on a une vue en arrière-plan, en point de fuite, sur des avenues et sur ces immeubles haussmanniens. La présence également des réverbères, et puis donc vous voyez ces différents personnages, donc là plutôt issus de la bourgeoisie, qui arpentent les rues pavées sous leur parapluie, et donc là encore avec une représentation quasiment photographique des personnages. Et l'autre mouvement donc phare du 19e siècle, c'est l'impressionnisme, et c'est d'ailleurs ce tableau, Impression soleil levant, réalisé par Claude Monet, qui est à l'origine du nom du mouvement. Alors c'est pas Monet qui a décidé de l'appeler comme ça, c'est au contraire un critique qui, dans la revue Charivari, a fait en fait un article très péjoratif sur ce type de tableau, puisque il donnait l'impression, ces tableaux, de ne pas être finis et d'être flous, puisque les impressionnistes cherchent à rendre compte des effets de la lumière, des miroitements de l'eau notamment aussi, par des toutes petites touches de peinture. Et donc le critique avait déclaré qu'on n'avait finalement qu'une impression, et donc avait donné ce nom d'impressionniste au départ pour dévaloriser les peintres qui peignaient de cette façon-là. Mais l'impressionnisme est désormais un mouvement pictural qui est totalement reconnu et adoré par des millions de personnes dans le monde entier.